Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Bienvenue dans ce deuxième numéro Café Débat de 2020. Évidemment, un début d'année qui s'annonce sous un tableau, on va dire, un petit peu sombre. La Guinée au cœur des instabilités politiques, mais face à un défi des élections à venir, d'abord législative pour le mois de février et la présidentielle en fin d'année 2020. Évidemment, voilà entre autres les grands défis électoraux au cœur d'une question d'instabilité, comme je l'ai dit tantôt. Et derrière tout ça, il y a des partenaires effectivement qui suivent la Guinée, qui l'accompagnent dans le processus électoral afin qu'il soit des meilleurs pour éviter justement de la discorde, de l'instabilité politique et sociale. C'est pour cela que nous parlerons d'une de ces institutions. Il s'agit bien du NDI, le Democratic National Institute, c'est-à-dire l'Institut national pour la démocratie, dont le directeur résident nous reçoit ici dans ses locaux. Il s'agit de M. Paul Amekapo, j'allais dire. M. Paul, merci de nous recevoir ici. C'est un plaisir, bonjour. Et bonne année à vous. Premier passage, j'allais dire, dans cette émission, vos impressions et puis, oui, les vœux de nouvel an, si vous en avez. Merci, c'est un réel plaisir de passer dans votre émission que nous suivons, où vous recevez des invités très honorables, où les débats enrichissent en termes d'information, mais aussi d'instruction pour tous les téléspectateurs qui vous suivent. Pour notre première participation en tant que NDI dans cette émission, nous ne pouvons que vous encourager à continuer dans la même relance de performance et d'information utile aux populations. Nous profitons également de ce créneau pour souhaiter nos vœux les meilleurs pour toute la population guinéenne, le peuple guinéen et pour tous les acteurs qui œuvrent pour le progrès démocratique et le développement redistributeur de richesses et de bien-être pour les populations, pour que au cours de cette année, le meilleur en termes de développement individuel et collectif se réalise dans tous les foyers et dans tous les cœurs. Merci. Alors, le NDI, National Democratic Institute, comme vous pouvez le voir ici, en français, l'Institut national pour la démocratie. C'est une institution dont, on va dire, la représentation en Guinée s'est fait remarquer depuis un certain temps, qui est toujours au cœur des processus électoraux en Guinée. On entend NDI par-ci, NDI par-là. On veut bien savoir, d'entrée de jeu, qu'est-ce que c'est que le NDI en termes d'historique et en termes de présence de la Guinée. Qu'est-ce qu'on peut découvrir pour ceux-là qui n'en savaient pas du NDI et de ce que fait cette institution. Le NDI est une institution internationale qui est âgée d'environ 40 ans déjà. Elle a été créée en 1983 par le président Reagan pour faire face aux agitations du monde. Il faut rappeler que le président Reagan, c'est un ancien président des États-Unis d'Amérique. Alors, il avait une vision sur la société démocratique de par le monde et fait partie de l'un des pionniers qui avait compris que le mur de Berlin tomberait. Et si le mur de Berlin devrait tomber, il faut avoir des institutions qui accompagnent les sociétés dans leur résilience pour une démocratie bien comprise où la gouvernance reviendrait réellement au peuple, pour le peuple et par le peuple. Et donc, depuis 1983, le NDI a fait son bonhomme de chemin et s'était déjà investi en Guinée très tôt, dans les années 90, avait accompagné les premières élections plurielles de 93. Et depuis 2008, le NDI a sa présence en République de Guinée de manière constante. La Guinée fait d'ailleurs partie de l'un des rares pays de la sous-région où le NDI a une si longue longévité, en dehors du Burkina Faso. Donc cela témoigne de la confiance que les acteurs nationaux, mais aussi les partenaires ont
dans ce que le NDI fait comme accompagnement au processus démocratique, à la gouvernance au niveau de la République de Guinée. Et donc il est important d'entrer, de remercier les partenaires qui nous ont toujours accompagnés, notamment l'USAID, l'Union européenne, le PNUD et d'autres partenaires de collaboration comme OSIWA, Search for Common Ground, CRS et j'en passe. Et ensemble, nous avions œuvré la main dans la main pour faire en sorte que tous les acteurs qui participent à la gouvernance soient renforcés, comprennent et connaissent davantage les défis liés à la bonne gouvernance et agissent dans le sens de l'intérêt général, dans le sens du bien-être des populations. Alors, de façon panoramique, le NDI, donc c'est une institution de par le monde qui s'implique dans le processus de renforcement de la démocratie dans les pays qui en ont besoin, à travers les processus électoraux, peut-être à travers aussi des formations et échanges. Pour le cas de la Guinée, je voudrais me focaliser là-dessus. Vous êtes présent depuis maintenant une décennie, un peu plus, depuis 2008. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 10 ans de présence, avant qu'on ne parle maintenant d'actualité, avec ces élections qui arrivent là, de ces 10 ans de présence effective sur nos territoires? Qu'est-ce qui est à l'actif du NDI en rapport avec votre objectif? Et la première question d'abord, est-ce que vous avez, lors de votre première expérience électorale qui est l'élection de 2010, n'est-ce pas, eu des expériences à découvrir, des difficultés? Je veux dire, qu'est-ce que vous avez ressenti sur le terrain dès lors? Le NDI a eu la chance d'inaugurer avec les acteurs nationaux la transition démocratique de 2010 qui avait commencé depuis 2008 où nous avions posé des actes majeurs notamment avec les partis politiques avec qui nous avons instauré pour la première fois le code de bonne conduite des partis politiques. Ce code qui, au-delà de l'ensemble des normes qui régissent les élections, constitue une règle d'éthique qui permet aux acteurs politiques de se regarder eux-mêmes dans leur propre miroir et de voir s'ils agissent au nom de l'intérêt général et s'ils font preuve du fair play dans la manière dont ils gèrent ou comptent gérer les affaires publiques. Dans un contexte où la compétition électorale s'était avérée une compétition sans merci, où la violence s'invite bon gré dans les débats politiques, ce code a permis d'apaiser les esprits et de faire en sorte qu'il y ait un contrôle, sinon une auto-évaluation par les acteurs politiques eux-mêmes des actes qu'ils posent. Donc ce fameux code de bonne conduite des partis politiques a vu jour en 2010 et avec l'apport du NDI, c'est ça? Exactement, avec l'apport du NDI. Et aujourd'hui, nous pourrons être fiers des acteurs politiques qui, sur les 155 partis politiques régulièrement agréés au niveau du pays, il y a plus de 140 qui ont adhéré à ce code. Ça montre la confiance que les acteurs ont en eux-mêmes dans ce code et la qualité du partenariat qui nous lie avec ces acteurs politiques. Alors, quel autre effort le NDI a fourni à cette époque-là, en 2010, où les Guinéens, on va dire, s'étaient un peu désaffiliés de la chose politique en termes de confiance, en termes d'engagement politique, parce qu'on sait que c'est un régime militaire qui s'était presque éternisé en 24 ans de pouvoir, le régime de Lansana Conté bien sûr, et donc il fallait redonner confiance aux citoyens, de revenir à ce devoir de vote, après une transition militaire surchauffée aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, de ramener donc ces gens à cette situation. Je veux dire, comment le NDI a pu procéder à cela en termes d'apport, de participation, parce que c'était pas facile en 2010. Oui, vous avez parfaitement raison. Il était question à l'époque de susciter une mue qualitative au sein de la société civile. Il y avait une société civile assez foisonnante, assez dynamique à l'époque, mais beaucoup plus orientée sur des questions des droits sociaux, le syndicalisme, toute autre forme de droit
droits que les droits politiques. Donc il était question de travailler avec eux pour une réorientation de leur vision sur le développement démocratique, sur l'avancée démocratique de la société. Et nous avons accompagné justement plusieurs organisations de la société civile à faire le contrôle citoyen de l'action publique, à observer le processus des élections, à poser des réclamations assez concrètes et également à jouer leur rôle de veille pour informer à la fois les citoyens sur la nouvelle phase qui s'offre à eux en termes de participation citoyenne, mais aussi l'importance et la portée du droit de vote. Toutes ces questions méritaient d'être prises en compte immédiatement et la société civile avait été fortement accompagnée par le NDI. En termes de formation, renforcement de capacité. Renforcement de capacité, accompagnement, dotation d'outils, restructuration. Et donc nous étions en avant-garde de toutes ces actions qui ont renforcé la résilience de la société civile et qui l'ont préparé à pouvoir accompagner le processus démocratique. Avec les partis politiques, il était également question de les préparer à mieux jouer leur partition dans les élections. Parce qu'ils ne sont pas seulement des candidats, ils ne sont pas seulement des militants ou des électeurs, ils sont les acteurs clés du processus électoral, en sorte qu'on les retrouve dans les bureaux de vote, on les retrouve comme scrutateurs des élections et ils ont besoin des capacités spécifiques. Il faudrait les former sur le cycle électoral, leur donner des informations sur l'administration des élections, sur l'organisation et le déploiement des délégués des partis politiques sur un territoire aussi vaste que la Guinée, où il est important qu'aucun recoin du territoire ne soit laissé pour compte. Et donc nous avons fait ce travail de maillage d'une approche stratégique qui permet aux partis politiques de travailler avec la base et d'approcher toutes les couches sociales du pays pour leur expliquer leur engagement pour un véritable renouveau démocratique. Et donc ça a été un travail passionnant. Mais nous ne nous sommes pas limités là, parce que lorsqu'on organisait la présidentielle de 2010, il y avait immédiatement les enjeux des élections législatives et également des locales. Et nous avons fait un travail très fouillé pour faire en sorte que les femmes et les jeunes prennent part active dans ces élections. À ces échéances. Et vous savez, la Guinée a étonné le monde par certaines innovations qu'elle avait entreprises à l'époque, notamment le taux de participation des femmes, même si il est jugé faible. Pour 2010 ou les élections législatives, pour les législatives de 2013, oui. On avait déjà compté environ 25% des élus femmes, à peu près le quart des élus. Et c'était une innovation majeure dans la sous-région, parce que les pays qui avaient commencé à organiser des élections législatives plurielles depuis l'ère démocratique de 2010 n'avaient pas atteint cette performance. Nous avons accompagné les femmes, les groupes de femmes, notamment le cas de concertation des filles et femmes des partis politiques, d'autres organisations de la société civile engagées pour le leadership politique des femmes à pouvoir réussir ce pari. Nous avons également travaillé suffisamment avec les jeunes pour qu'ils soient également présents, prégnants dans ce processus démocratique. Donc c'est autant d'activités que nous avions menées et aujourd'hui, lorsque vous apportez, on ne limite pas nos actions seulement aux acteurs politiques et la société civile. Je suis sûr que certaines institutions comme le Parlement qui nous suivraient actuellement se demanderaient pourquoi nous ne relatons pas tout l'accompagnement que nous leur avons apporté. Notamment les députés. Les députés. Le NDI a été le premier institut pionnier à apporter son soutien sans limite aux élus en établissant une cartographie de tous les élus avec un annuaire qui leur permet de pouvoir être accessibles aux citoyens à travers leurs contacts, leur image. Nous avons travaillé dans l'établissement d'un plan stratégique
avec une vision sur 5 ans, une première également au niveau de la sous-région, qui a permis à l'Assemblée de définir 5 axes stratégiques d'intervention et a permis à l'ensemble des députés, au-delà de leur clivage politique, de s'atteler autour de certaines actions clés qui devraient concourir au développement. Et cet accompagnement a été constant, les voyages d'études, des formations, des partages d'expériences, et ça a été très bénéfique pour les députés, et ça a permis quand même à avoir une 8e législature les plus productives absolument des législatures au niveau du pays. Voilà. Donc 10 ans de présence active du NDI en République de Guinée, avec son implication dans le processus électoral en termes de formation des acteurs politiques, des jeunes, des femmes, accompagnement technique. Et évidemment, 2 questions qui me viennent à l'esprit avant de terminer sur cette question et cette première partie. Je veux dire, après ces 10 ans de présence active, que retenir en termes de difficultés? Et l'autre chose, c'est avec presque 4 échéances électorales auxquelles vous avez été associé, impliqué, la présidentielle de 2010, les législatives de 2013, la présidentielle de 2015 et les locales qui se sont passées récemment. En termes de difficultés, qu'est-ce que vous avez rencontré sur le terrain? Est-ce que le processus électoral guinéen vous a enrichi en termes de découverte de nouvelles choses sur le terrain? Et les partenaires, qui sont-ils? Ceux-là qui, effectivement, sont à vos côtés, aussi pour vous accompagner, avec qui vous travaillez sur le terrain depuis ces 10 années. Les difficultés, il y en a eu, et elles sont inhérentes à la mission que nous avons, celle d'accompagner le processus démocratique. Nous savons que la société politique guinéenne est assez polarisée, et c'est de bonne guerre. La démocratie voudrait qu'il y ait du pluralisme. Et le pluralisme démocratique demande qu'il y ait une diversité d'expression, d'opinion, et qu'il y ait un respect mutuel dans cette liberté d'expression. La première difficulté tient au fait que parfois cette polarisation est ancrée de la vie politique, est assez ancrée et devient clivante et tend vers une division de la société, mais aussi de l'angle sous lequel les acteurs perçoivent l'accompagnement qui leur est fait. Il n'est pas à exclure que de temps en temps, certains acteurs refusent de participer à votre activité, tout simplement qu'ils jugent que ça serait beaucoup plus bénéfique pour un camp plutôt que pour un autre. Et donc dans cette situation, nous avons des questions de préjugés, de jugement, de valeurs, de stéréotypes, mais étant une organisation assez expérimentée et professionnelle, nous avons un certain nombre de critères qui nous permettent justement d'être au-dessus de la mêlée. Nous faisons en sorte que dans nos actions, nous gardions une équidistance vis-à-vis de tous les acteurs, que nous agissons dans la légalité, c'est-à-dire le respect des lois, dans l'égalité, en ayant une part équitable pour tous les acteurs. Nous faisons en sorte que l'objectivité soit au cœur de nos interventions, que nous n'ayons pas de préjugés, que nous n'ayons pas une approche subjective, et que à travers un traitement égal réservé à tous les acteurs et une générosité dans la communication et dans l'ouverture de nos cadres à tous les acteurs, la confiance soit rétablie. Et donc nous réussissons toujours au bout de l'exercice à pouvoir mettre tous les acteurs d'accord. C'est certainement ce qui justifie également notre longévité et la confiance dans les acteurs ont à nous ici. Au-delà de cette difficulté, il faut également évoquer l'importance du territoire guinéen, qui est une grande nation qui mérite une présence assez décentralisée au niveau du pays. Nous savons que pour impacter les communautés, il ne faudrait pas agir seulement depuis la capitale. Certes, nous avons des partenaires assez dynamiques et solides dans les communautés, mais nous pensons qu'il est important d'être davantage plus proche de ces communautés. Et donc, dans les années à venir, notre vision, c'est de faire en sorte que le NDI, qu'on le retrouve aux côtés de ses partenaires dans
toutes les régions comme Zérekoré, Kankan, à travers des points focaux. À travers les points focaux, mais que nous soyons également présents auprès d'eux, comme d'autres organisations humanitaires le font. La démocratie aujourd'hui devient un défi aussi important que tous les autres défis, et donc il nous est important de pouvoir être sur le terrain. Donc ce sont autant de défis, ce ne sont pas des difficultés, mais des défis dont nous sommes conscients, et nous œuvrons tous les jours pour faire en sorte que nous répondions au mieux à ces défis et que nous impactions davantage le processus démocratique. Au titre des partenaires qui ont dû vous accompagner d'une manière ou d'une autre durant cette décennie d'expérience électorale, d'accompagnement électoral en Guinée? Oui, nous pourrons citer globalement les partis politiques dans leur diversité. Je vous disais tantôt que plus de 140 partis nous ont fait confiance sur les 155 qui sont légalement inscrits. C'est quand même un nombre assez important. Ce sont des partis qui nous connaissent, qui nous font confiance. Nous pourrons citer également des organisations transpartisanes, comme la commission de suivi du code de bonne conduite, comme le cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques, comme le forum national des jeunes des partis politiques. Nous avons des plateformes de société civile. À l'époque, ce fut le code. Aujourd'hui, c'est la COSEG. La COSEG, c'est la coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance, qui accompagnera le processus électoral en termes de monitoring des élections, de l'observation du plaidoyer, pour s'assurer qu'il y ait un dysfonctionnement zéro à la fin des élections. Et au niveau des partenaires au développement, nous travaillons main dans la main avec USAID, Union européenne, PNUD, et j'en passe, pour faire en sorte qu'il y ait une convergence des points de vue et des interventions, qu'il y ait une harmonisation, qu'on évite les doublons et la duplication des mêmes activités, de sorte que nous soyons assez complémentaires et que nos actions soient axées sur les résultats. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va juste observer une petite pause, comme vous le constatez, postée bien sûr, et derrière on se retrouve dans la deuxième partie de Café Débat. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Je l'ai dit, le deuxième numéro de cette année 2020. Évidemment, M. Paul Amekapo qui nous reçoit ici dans les locaux du NDI, l'Institut National pour la Démocratie. Et en anglais, ça se dit National Democratic Institute. Vous l'aurez compris, l'historique de cette institution, depuis combien d'années elle est présente en Guinée, qu'est-ce qu'elle fait en réalité comme activité sur le terrain, eh bien, vous en savez un peu plus désormais. Maintenant, on va parler actualité. Je l'ai dit tout à l'heure, au cœur de cette instabilité politique et sociale, la Guinée est face à un défi électoral, donc de double échéance. Les législatives qui sont programmées pour le 16 février, la présidentielle, bien sûr, qui doit avoir lieu en fin d'année 2020. Déjà, pour celle qui est proche, qui se trouve être les élections législatives, comment est-ce que le NDI aujourd'hui s'implique dans les processus, dans les préparatifs, en un mot? Le processus électoral en cours a commencé depuis mars 2019, où la CENI avait établi un chronogramme qui devrait conduire aux législatives avant la fin de l'année. Et ce chronogramme était assorti d'un certain nombre de préalables à régler, notamment la disponibilité des ressources, la mise en place des démembrements à tous les niveaux et la participation effective de toutes les parties prenantes pour que le chronogramme soit réalisable. Nous avions tous constaté qu'il y a eu un certain nombre de défis. Et face à ces défis, le NDI avait offert un cadre de discussion et de dialogue aux acteurs politiques aux côtés de la CENI, que nous appelons le CIP, le comité interparti, qui est l'une des réunions les plus larges et inclusives possibles, qui réunit une centaine d'acteurs politiques, société civile, les institutions publiques, aux côtés de la CENI, pour discuter et débattre de toutes les questions qui sont soulevées au cours du processus et trouver une approche de solution consensuelle pour faire en sorte que le processus soit avancé. Nous avions tenu déjà 5 réunions du comité interparti. La dernière s'était planchée sur les résultats des opérations de révision du fichier électoral. Une opération importante qui avait été conduite main dans la main
par l'ensemble des acteurs, mais nous avons été informés et tout le monde l'a constaté, que certains acteurs s'étaient désengagés. Absolument. À la fin du processus, sur le fait qu'il y a un certain nombre de griefs qui sont portés au processus. Nous pensons que ces griefs méritent, comme tous les autres, qu'il faut appeler autrement des anomalies, n'est-ce pas? Oui, des anomalies, puisque c'est plusieurs formes. On reprochait que la durée n'est pas suffisante pour les opérations. On reprochait qu'il y a des mineurs qui ont été supposés enrôlés dans le fichier, que certains kits restaient insuffisants. Et donc, face à toutes ces difficultés, il est important que les acteurs s'asseyent et discutent, parce que les résultats qui ont été publiés par la CENI lors du CIP montraient qu'il y a plus de 5 millions d'électeurs qui sont passés devant les commissions administratives de révision des listes électorales, les CARL, suivant les recommandations de l'audit du fichier électoral. C'est un chiffre important. Si cela a pu être fait en 25 jours, ça veut dire qu'il est possible quand même de réaliser des choses importantes en un temps record, tant est que la volonté y est. Sauf que cela est mis en doute justement par certains acteurs du processus, notamment les partis politiques de l'opposition, qui ne croient pas à cette extraordinaire performance en termes de recensement d'un tel nombre de personnes, d'où pour eux la favorisation d'une certaine zone par rapport à d'autres, en termes de cartographie électorale, notamment la Haute-Guinée et certaines zones de la Basse-Côte. Ce qui fait qu'il y a un manque de confiance aujourd'hui dans le processus, qui fait que effectivement ce CIP, ce comité interparti, est amputé de la participation de ces entités de l'opposition. Le regard que vous portez là-dessus et l'effort que vous fournissez justement pour que ces problèmes soient résolus. Ce sont des problèmes techniques qui doivent être réglés techniquement. Et si ces problèmes ont une portée politique, il faut alors trouver une solution politique. Nous pensons que le cadre du CIP permet d'apporter les deux réponses. Parce qu'il y a toujours une explication technique qui permet réellement de savoir si les informations ou ce qui est reproché au processus est vrai, vérifiable ou non. Et si c'est vrai, vérifiable, quelle devrait être la solution politique à y apporter? Et donc, la solution ne peut pas être trouvée dans une approche de siège vide. Il est important que les acteurs aient le courage de pouvoir s'asseoir, qui est de concession de part et d'autre. Ceux qui se sont abstenus du processus ont de bonnes raisons de le faire. C'est parce qu'ils ne sont pas contents de la manière dont le processus s'est déroulé. Il faudrait faire en sorte que ceux qui sont restés, parce qu'ils travaillent pour l'intérêt général, ils travaillent pour l'ensemble des 13 millions de Guinéens, et non pas de certains Guinéens contre d'autres. Et donc, dans cet esprit, il est important que chaque camp fasse une concession importante pour faire en sorte que le dialogue soit renoué. Et pour nous, lorsque on disait qu'il y a plus de 5 millions d'électeurs qui sont passés devant les CARL et que finalement on retrouve 8 millions au total parce qu'il y a eu déjà certains électeurs qui étaient dans la base de données, la question c'est de savoir quel sol réservé aux 3 millions qui n'étaient pas passés devant les CARL. Ces 3 millions peuvent constituer certains électeurs qui ont eu des empêchements. On nous a dit d'ailleurs que les opérateurs de saisie, à peu près les 4 000 qui ont travaillé sur le terrain, n'avaient pas eu l'opportunité de s'enrôler sur le site. Et d'autres ne l'ont pas été, carrément comme le Sénégal, comme le Sénégal, l'Angola. Et il y a d'autres empêchements, certains pour des raisons de voyage, de santé et tout. Et donc il est important justement que les acteurs s'asseyent pour décider du sort de ces 3 millions et faire en sorte que ceux qui méritent de rester dans la base de données puissent être considérés dans un processus qui serait décidé de manière consensuelle. Il est encore possible de trouver la solution et ceux qui ne doivent pas être dans le processus soient enlevés. Un peu comme la CENI a décidé, par exemple, d'extraire un certain nombre de présumés mineurs, plus de 200 000 présumés mineurs,
qui ont été extraits du fichier et qui sont mis à la disposition des tribunaux pour qu'il y ait des réclamations afin d'aboutir à une radiation volontaire ou d'office. Et donc nous pensons que nous sommes dans le processus qui est jonché de défis, mais ce sont des défis qui ne sont pas insurmontables. Bien. Il faut juste que les acteurs reviennent autour de la table. Et pour cela, est-ce que le NDI fait un travail spécifique, une démarche spécifique pour que ceux-là qui ont quitté le CIP reviennent? Est-ce que vous avez une partition à jouer là-dessus? Oui, nous le faisons et vous comprenez à travers le message que nous véhiculons ici que notre volonté, c'est que le processus soit inclusif et que de part et d'autre, tous les acteurs soient compris et qu'ils comprennent que les élections n'ont réellement d'importance ou de sens que lorsque les citoyens y trouvent leur compte. Parce que ce sont eux qui ont le droit et le devoir de voter et tout le processus doit être vu, perçu et organisé dans le sens d'encourager une parfaite inclusion de l'ensemble des citoyens dans le processus. Dans le volet formation, depuis le début de ce processus, qu'est-ce que le NDA a déjà fait jusqu'à date? Parce que c'est un des volets que vous développez chaque fois quand il y a des élections. Qui sont ceux-là qui, à date, ont bénéficié de vos renforcements de capacité, de vos formations et sur quelle thématique, quel thème? Oui, nous avons formé les acteurs politiques sur le code électoral, les dispositions du code électoral qui s'appliquent à ces élections. Un des constats, un des principaux constats qui a été fait est que le respect de la loi reste au cœur de la problématique. Tous les acteurs clament que lorsque les règles de droit sont respectées, il y aura plus de problèmes et il y aura moins de nécessité de faire un recours au dialogue et au consensus. Et donc nous avons pris soin de former l'ensemble des acteurs politiques sur les dispositions pertinentes devant régir les élections. Et au-delà des acteurs politiques, nous avons voulu faire en sorte que le débat et la campagne électorale soient davantage axés sur les besoins prioritaires des populations. Et pour ce faire, nous avons approché durant le mois de novembre l'ensemble des groupes sociaux professionnels dans toutes les régions du pays pour collecter leurs besoins prioritaires. Et justement, en parlant de cette démarche, effectivement, nous avons vu que vous avez partagé cette idée sur votre page en collaboration avec l'Association guinéenne de sciences politiques qui serait allée recueillir, identifier donc les priorités des citoyens sur ces questions comme cela. Exactement. Et donc c'est un exercice important. Nous le disions tantôt que les élections n'ont de sens que lorsque les citoyens y trouvent réellement leur compte. Il faudrait que les plateformes politiques, les projets de société soient en phase avec les besoins prioritaires des populations. Et donc ces focus group que nous avions conduits et qui avaient touché plus de 700 citoyens et citoyennes sur toute l'étendue du territoire avaient permis de pouvoir rendre compte fidèlement et sur une base évidente des besoins dont font face aujourd'hui les citoyens. Et donc il y aura des forats publics que nous allons organiser dans les jours à venir à l'intention de l'ensemble des acteurs politiques, les candidats, les autorités publiques et aussi les groupes sociaux pour leur projeter ces évidences-là et surtout accompagner cette activité par un plaidoyer actif pour que ces évidences soient effectivement prises en compte, ces priorités soient effectivement prises en compte dans les projets de société que les partis politiques et les candidats vont vendre aux citoyens dans les jours à venir. Alors oui, au nombre des activités que vous êtes en train de mener actuellement, on vous a vu en atelier effectivement avec les partis politiques qui étaient venus signer à nouveau le code de bonne conduite des partis politiques. C'est vrai que le code a été mis en place depuis 2008, vous avez dit, jusqu'aux élections de 2010, mais il a fallu que pour cette année encore, ils reviennent signer. Est-ce que ça veut dire que vous avez procédé à l'actualisation du code électoral, du code de bonne conduite des partis politiques, qu'est-ce qui a été mis dedans et est-ce qu'il y a de nouveaux partis politiques qui ont signé,
qui ont adhéré à l'esprit de ce code de bonne conduite. Oui, il y a eu des défis nouveaux qui ont été identifiés, notamment des types de violences spécifiques aux femmes engagées politiquement, ce que nous n'avions pas pris en compte au début, pas suffisamment. Et donc cette fois-ci, nous avions introduit des clauses expresses qui soulignent les types de violences faites aux femmes et la nécessité de prévenir ces violences afin d'encourager l'éclosion du leadership politique des femmes. Et donc, comme nous le faisons d'habitude à l'orée de grandes échéances électorales, nous avons invité l'ensemble des acteurs à pouvoir renouveler leur engagement, ceux qui s'étaient déjà engagés dans le code de bonne conduite, et les nouveaux partis, parce qu'il y a eu de nouveaux partis créés depuis lors, à adhérer au code, ce qui a été fait avec enthousiasme. Actuellement, nous nous organisons à appuyer la commission de suivi du code de bonne conduite, à descendre sur le terrain avec un kit important du code illustré, des bandes dessinées, des affiches autocollants assez illustratives qui permettront de sensibiliser les populations afin que ces dernières puissent jouer leur rôle de veille et de garde, et également faire prendre conscience aux militants, aux acteurs politiques de la nécessité... Là-dessus, sur ce code de bonne conduite, est-ce que vous pensez que les partis politiques, je veux dire honnêtement, n'est-ce pas, font leur devoir d'explication de ce contenu du code à leurs militants, à la base, tous les partis politiques confondus? Parce que ce que nous voyons plutôt, c'est que les partis politiques haranguent leur foule, dressent leur base militante, plutôt que de procéder à une sorte d'éducation liée à ce contenu de code. Est-ce que là-dessus, vous n'êtes pas déçu que c'est vrai, les gens viennent signer, mais de l'autre côté, ils haranguent les gens, je le reviens là-dessus, plutôt que de les éduquer politiquement? Oui, vous avez raison, c'est un constat, et si le processus politique où le jeu politique est déjà apaisé, je pense qu'il n'y aura aucune raison que nous puissions nous investir dans ce code de bonne conduite. C'est justement parce qu'il y a toujours un risque de débordement, il y a toujours la passion qui anime les débats politiques que justement le code est là. Mais je peux vous rassurer que les acteurs politiques se sont appropriés assez profondément ce processus d'adhérer et de faire respecter le code de bonne conduite. La commission regroupe les partis politiques et c'est cette commission justement qui fait le grand du travail. Alors en 30 secondes sur ce sujet, au-delà de tous les efforts que vous fournissez, implication sur diverses formes, mais vu le manque de confiance, n'est-ce pas, entre les parties prenantes, n'est-ce pas, entre les partis politiques de l'opposition et l'OGE qui est la CENI, mais aussi l'administration, est-ce que vous avez foi en ce processus actuel à ce qu'il puisse être tenu dans les délais indiqués? Est-ce que vous avez foi en cela? Nous sommes optimistes, mais c'est un optimisme avisé, c'est-à-dire actif. Il y a un certain nombre d'actions à mener sur le terrain pour faire en sorte que la confiance soit rétablie. La méfiance est partagée, tout le monde le constate. C'est d'ailleurs pour cela que nous avions diligenté une mission de haut niveau conduite par les éminents anciens chefs dont nous allons parler tout à l'heure. Oui, Nicéphore Soglo du Bénin et le président Goodluck Jonathan du Nigeria, pour justement évaluer le contexte, comprendre pourquoi la méfiance divise encore. Donc là-dessus, vous avez foi, vous êtes optimiste? Nous sommes optimistes qu'à travers des actions concrètes, la Guinée va traverser cette étape et sortir la tête haute. Alors, comme on le dit, vous avez marché sur ma langue concernant la dernière question ou sinon le dernier sujet, la mission du NDI qui a été effectuée récemment ici en Guinée, avec à sa tête deux anciens chefs d'État, respectivement du Bénin, Nicéphore Soglo, et du Nigeria, Goodluck Jonathan. Ils sont venus en Guinée
sous, on va dire, pour offrir les bons offices, bien entendu. Mais il y a eu un peu de débat autour. On va commencer par ça d'abord. Il a été dit qu'ils sont venus sans qu'on ait respecté les démarches en la matière. Est-ce qu'il y a eu une demande qui a été adressée au gouvernement pour ça? Il y a eu la sortie du porte-parole du gouvernement qui a dit non, il n'y en a pas eu. Après, on a vu un communiqué sur la toile qui contredisait cela. Après, on dit non, ils n'ont même pas attendu que le président avalise leur demande. Ils sont venus. Alors, est-ce que les choses se sont bien passées? C'est ça la question. Les choses se sont très bien passées. Le NDI, avec son partenaire, la Fondation Kofi Annan, qui avait géré ce processus, avait entamé toutes les démarches, avait réalisé toutes les démarches idoines, suivant les règles de l'art à la matière. Et nous avions collaborer avec l'ensemble des autorités dont nous remercions ici leur contribution au succès de ce processus. Je pourrais vous dire que est-ce que l'ordre, l'objet de la mission tantôt dite par certains, j'ai pas dit ce que vous avez officiellement évoqué, mais dans l'opinion publique, comme on le disait, ils viennent pour demander au président d'arrêter cette affaire de troisième mandat et tout. Et en ce moment, ça a pris de la place dans l'opinion. Est-ce que c'est pas ce qui dérangeait? Je pense qu'il y a eu une déformation et certainement c'est le lieu de la mission de restituer la vérité. C'est une mission d'évaluation préélectorale. Nous avons un certain nombre de documentations là-dessus puisqu'il y a eu un communiqué d'arrivée, une déclaration d'arrivée. Il y a eu une déclaration finale qui a sanctionné la mission et nous avions écrit noir sur blanc que c'est une mission d'évaluation préélectorale qui est une mission d'observation internationale que nous diligentons avant les élections et qui pourrait être dans la même configuration comme une mission internationale d'observation où en réalité, suivant la déclaration de principe sur l'observation internationale adoptée en 2005 par les Nations Unies, on a besoin juste d'une collaboration avec les autorités. Et je pense que cette collaboration a été d'actualité. Donc aucune règle n'a été violée en la matière. Et puis après on dit, bon, le président s'était fâché un peu après vous, vrai ou faux? Je pense que la question est éminemment politique. Nous comprenons le contexte dans lequel la mission s'était déroulée. Il va de soi qu'il y ait des interprétations de part et d'autre. Mais je pourrais vous dire que le chef de l'État lui-même a reçu la mission, la délégation, par 2 fois de suite. Et sur les accusations, certaines déclarations qui ont fuité sur les médias, il y a les anciens chefs d'État qui ont apporté leur clarification. Si vous n'avez pas encore cette déclaration, nous allons la partager avec vous. Les 2 anciens chefs d'État ont clarifié en disant qu'ils ne sont pas susceptibles d'être manipulés. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont déjà organisé de telles missions de part et d'autre. Et leur rôle, c'est d'appuyer les efforts nationaux dans le sens d'un processus électoral apaisé. Alors, et ils étaient dans leur rôle. Alors, maintenant, il y a eu des recommandations fortes. Vous allez revenir sur les plus essentielles en 30 secondes. À commencer par le fait qu'ils ont demandé d'abord au gouvernant, notamment au président, de clarifier sa position sur cette question de constitution. Finalement, le président l'a fait. Après leur départ, il s'est adressé à la nation, il a dit qu'il a une nouvelle constitution à proposer. Maintenant, ça, c'est une réalité. Je ne sais pas maintenant comment ils vont réagir en attendant ça. Mais les autres recommandations fortes, si vous pouvez revenir là-dessus en 30 secondes pour terminer. 30 secondes, c'est très peu. Ça m'amène alors à situer le cœur du constat, qui est que le respect des règles de droit devrait permettre de surmonter l'ensemble des difficultés politiques dont fait face le pays. Et donc face à cela, il y a eu des recommandations fortes à l'endroit de la Cour constitutionnelle pour qu'elle juge l'ensemble des contentieux liés au processus électoral avec responsabilité et objectivité. Il a été recommandé également à la CENI qui doit mettre en œuvre l'ensemble des règles électorales dans l'organisation des élections, de communiquer davantage et de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs politiques. Je pense que cette recommandation est encore d'actualité dans la mesure où il est important d'inviter les autres commissaires qui ne sont plus à la table de travail et de discussion, de pouvoir revenir autour de la table pour travailler. On a également encouragé les acteurs politiques à faire beaucoup preuve de fair play dans le cadre du code
de bonne conduite, mais aussi du respect de l'ensemble des règles qui régissent les compétitions électorales. Et la société civile a communiqué davantage avec les citoyens, avec générosité, à les former, à les informer pour que ces derniers puissent participer et s'impliquer dans le processus électoral en toute responsabilité. Nous espérons que ces recommandations passent devant l'ensemble des acteurs. Nous continuons notre travail de plaidoyer pour faire en sorte que, à travers la mise en œuvre de ces pertinentes recommandations, que la République de Guinée sorte gagnante de ces échéances électorales d'importance capitale pour le pays. Déjà, la réponse donnée à la première recommandation, de clarifier la position du gouvernement sur la question de constitution. Oui, le gouvernement veut une nouvelle constitution. Est-ce que ça gêne, ça a déçu la mission ou cela n'importe pas? Nous sommes convaincus que des processus aussi importants de réforme de la loi fondamentale du pays devraient impliquer une large couche de la population, mais aussi l'ensemble des institutions républicaines et des acteurs politiques et de la société civile. Il est donc important à ce stade où la clarification a été faite de s'assurer que l'ensemble des acteurs sont impliqués, que tout le monde soit écouté et que la démocratie, qui est le respect de la liberté de l'opinion, à la fois de la majorité que de la minorité, prévalent, de sorte que ce processus ne déchire pas, mais que le meilleur choix soit fait dans le sens de la cohésion sociale, de l'apaisement politique et de la démocratie. Nous savons que le processus, s'il doit évoluer, doit tenir compte de l'agenda électoral en cours, où nous avons 2 grandes élections qu'il faudra organiser, les législatives et la présidentielle en vue. Je pense que nous ne devons pas perdre de vue la nécessité de contribuer à une bonne organisation et une réussite de ces échéances. Voilà, c'est une première, sans doute ce ne sera pas la dernière. Nous aurons d'autres occasions pour revenir sur le processus électoral et la marque de NDI dans l'amélioration et la perfection de ce processus. Merci de nous avoir reçus ici. C'est nous qui vous remercions. À très bientôt. À très bientôt et bonne suite à vous. Merci. Bonne et heureuse année et plein succès à votre émission. Merci beaucoup. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'était tout au compte de ce numéro de Café Débat. Merci de votre attention et à demain pour un autre numéro et un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.